Bonjour à tous. Nous allons pouvoir commencer ce webinaire intitulé Comprendre les DPE et les modèles prédictifs. Ce webinaire sera principalement réalisé à deux voix. Marc Grossouvre, qui est ingénieur de recherche chez URBS, et moi-même, Jonathan Villot, le directeur scientifique de URBS. Alors, juste avant de débuter, on vous rappelle quelques règles concernant la bonne organisation du webinaire. On vous invite tous à couper vos micros durant la première partie qui sera liée à la présentation. Si vous le souhaitez, pour plus de convivialité, n'hésitez pas à allumer vos caméras pour qu'on puisse se voir. Si vous avez des questions qui vous viennent durant la présentation, je vous invite à les inscrire dans le chat. Donc, pour accéder au chat, il vous suffit de cliquer sur le bouton en bas de votre écran intitulé Chat et de poser vos questions. Nous reviendrons sur certaines d'entre elles lors de ce webinaire, mais sachez que toutes les questions auront une réponse et ces réponses vous seront transmises vers un lien. Ce lien comportera aussi le replay du webinaire pour ceux qui n'auront pas pu suivre ce webinaire. Voilà. Donc, on va démarrer cette présentation sur comprendre les DPE et les modèles prédictifs. Et pour débuter cette présentation, on va vous resituer le contexte dans lequel évolue URBS avant d'aller sur le fond du sujet. Alors, pour rappel, URBS est une entreprise innovante qui a pour spécialité les sciences de la donnée géographique et les outils numériques, avec un objet en particulier que nous étudions, c'est le bâtiment. Toutes nos méthodes, nos outils, les données que l'on manipule ont été co-construites avec les acteurs du territoire, avec l'hétérogénéité des acteurs de territoire, que ce soit des acteurs privés ou des acteurs publics. Et nos technologies ont fait l'objet de dépôts de brevets depuis 2016. Voilà, donc on a un savoir unique qui nous permet de fournir un ensemble d'informations sur les bâtiments afin d'accompagner la diversité des acteurs qui vont pouvoir travailler dans l'habitat, dans la prévention des risques, sur les risques climatiques, les sujets de la décarbonation ou de l'amélioration énergétique du parc de bâtiments. Très concrètement, on a trois apports principaux chez URBS. Tout ce qui va être lié à ce que l'on nomme la data intelligence, donc la fusion, la complétion, l'enrichissement des données. Pour faire simple, URBS, à travers sa base de données nommée IMOP, ne se contente pas juste de concaténer des données, mais il y a tout un travail derrière que nos experts réalisent au quotidien pour améliorer la fiabilité, améliorer la qualité, améliorer le repérage des informations sur les bâtiments. Parmi cet enrichissement, le travail de prédiction des données dont on va vous parler aujourd'hui est central. En parallèle de ça, on va développer des outils pour que cette donnée, souvent accessible via des bases de données, puisse être disponible pour tous, donc avec des outils géographiques dont l'Observatoire national des bâtiments. Et on propose aussi des conseils et de l'expertise autour de l'accompagnement stratégique aux transitions des territoires via le numérique et la donnée. Alors, comme je l'ai mentionné, on travaille depuis plusieurs années avec une diversité d'acteurs dont vous voyez ci-dessous un exemple non exhaustif des différentes structures avec lesquelles nous travaillons. Et si vous souhaitez en savoir plus sur nos références ou nos partenaires, n'hésitez pas à vous rendre sur le site dont vous voyez l'URL sur cette page. Comme je vous l'évoquais, chez URBS, nos données et notre savoir-faire sont mis à disposition de tous via trois grands outils. Donc, le premier outil, c'est la base de données IMOP, qui est l'acronyme de Inventaire multi-objet du parc existant et qui vous permet d'avoir des données à des échelles infra-bâtimentaires sur l'ensemble des bâtiments résidentiels et tertiaires en France et à ce, sur des thématiques très larges que peuvent être
les dimensions énergétiques, sociologiques, urbanistiques, les risques climatiques, etc. Ces données brutes que vous retrouvez dans la base de données IMOP peuvent aussi être accessibles via notre géoplateforme, donc l'ONB. Il existe deux versions de l'ONB, une version gratuite accessible à tous et une version augmentée qui se prénomme ONB+, et qui vous permet d'accéder à un plus grand nombre de fonctionnalités et un plus grand nombre d'informations sur chaque bâtiment en France. Enfin, pour les personnes qui le souhaitent et qui développent des applications en interne dans leur structure, il est aussi possible d'utiliser nos API. Donc, comme la géoplateforme, une API open qui vous permet d'accéder à certains jeux d'informations et à une certaine volumétrie de données, et l'API Plus qui vous permet d'accéder à l'exhaustivité de notre catalogue de données. Si vous souhaitez aller plus loin pour connaître nos outils, pour nous poser des questions ou pour connaître nos différentes méthodes de traitement de la donnée, vous voyez ici trois ressources intéressantes à connaître. Les tutoriels vidéo qui reprennent toutes les fonctionnalités, notamment de l'Observatoire national des bâtiments. Le forum de la communauté qui vous permet de poser toutes vos questions, mais aussi d'accéder à l'ensemble de la documentation, que ce soit sur les données, sur les outils ou sur l'activité du RBS. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Marc Grossouvre qui va aller sur le fond du sujet de ce webinaire, à savoir la prédiction des DPE. Je te laisse la main, Marc. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous présenter trois points importants aujourd'hui. D'abord, rappeler qu'est-ce que c'est que le DPE. Ensuite, parler de l'appariement des DPE à la base IMOP. Et bien sûr, vous parler de la prédiction des DPE manquants et du modèle prédictif. Alors, il ne faut pas oublier que le DPE est défini par la loi. C'est une valeur légale. Et c'est une valeur qui est définie pour un bâtiment ou une partie de bâtiment. Ça veut dire qu'on a dans la base fournie par l'ADEME un mélange de DPE entre des DPE qui sont sur des logements et des DPE qui sont sur des bâtiments entiers. C'est un document qui comporte la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites pour une utilisation standardisée du bâtiment. Ou d'une partie de bâtiment. Donc ça, c'est un autre point important. On ne cherche pas à varier selon les cas d'usage. On essaie de trouver une valeur qui est indépendante des cas d'usage du bâtiment, qui est ce qu'on appelle l'utilisation standardisée. Et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique et sa performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Ce troisième point est aussi très important parce qu'il découle de la réglementation européenne qui demande aux pays de classer les bâtiments. Donc il s'agit moins ici d'avoir une valeur absolue de performance, mais de pouvoir identifier les bâtiments les moins performants et les bâtiments les plus performants. Concrètement, depuis 2021, le DPE est défini par un système de double seuil entre une étiquette émission de gaz à effet de serre et une étiquette énergie primaire. L'étiquette qui est retenue pour le DPE, c'est la moins bonne des deux étiquettes. Donc si on a par exemple une étiquette F pour les gaz à effet de serre et une étiquette E pour l'énergie primaire, alors l'étiquette DPE sera l'étiquette F. Donc ça a changé, puisque avant 2021, vous vous souvenez, c'était uniquement l'étiquette énergie qui définissait le DPE. Dans le cadre de la présentation d'un modèle de prédictif, c'est important de voir quelles sont les incertitudes qu'on a sur le DPE. Le DPE est une valeur incertaine. La première raison, c'est bien sûr l'accès à l'information. Donc, on a des systèmes de valeurs par défaut, de valeurs arrondies, on a des problèmes de valeurs inconnues. Ça, c'est la première source d'incertitude. Mais il y a une deuxième source d'incertitude, c'est ces seuils dont on a parlé, parce que
tout seuil légal provoque ce qu'on appelle un effet de seuil. L'effet de seuil, c'est simplement la conséquence de cette valeur légale. Toutes les valeurs légales provoquent ces effets de seuil. Et ici, c'est pour les étiquettes D, E, F, G, une accumulation d'observations juste avant le seuil et un déficit juste après le seuil. Vous voyez ici, juste avant l'étiquette E, on a un petit pic et juste après, on a un creux. Deuxième problème, l'appariement des DPE. L'appariement des DPE se fait via l'adresse. Actuellement, l'adresse est une adresse qui est saisie manuellement par le diagnostiqueur, qui n'est pas une adresse standardisée. Donc, je vous donne un exemple d'adresse qu'on trouve dans la base DPE. Ici, par exemple, on a un DPE qui a été réalisé à La Montagne, 22 350 Plumodan. Et en fait, si on regarde par exemple les fichiers fonciers, on voit qu'il y a 6 maisons à La Montagne qui sont numérotées 1, 2, 3, 4, 6, 8. Mais peut-être même que les habitants ne connaissent même pas leur numéro de maison, puisqu'il peut y avoir très bien un seul point de boîte aux lettres. Et du coup, au final, on a une difficulté, on a une incertitude de géolocalisation du DPE. Deuxième exemple, ici on a 28-30 rue Gabriel Vicaire, rue Prosper Convert, c'est ça l'énoncé qu'on a. En fait, ce qu'on peut comprendre en voyant la disposition réelle, c'est qu'on a le 28 et 30 rue Gabriel Vicaire au coin de la rue Prosper Convert. Et en fait, ça, c'est deux maisons qui ont été fusionnées. Et au final, dans les fichiers fonciers, ce qu'on cherche à trouver, c'est le 30 rue Gabriel Vicaire. Donc, il va falloir faire un traitement de ces adresses textuelles pour arriver à les repérer dans notre base d'adresses de logements et de bâtiments. Donc, dans ces grandes lignes, l'algorithme procède en deux étapes, enfin trois étapes. D'abord, il y a un nettoyage de l'adresse. Donc, l'adresse DPE sale, donc on appelle ça, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste pour dire qu'elle n'est pas standardisée. On nettoie, par exemple, le code INSEE, on nettoie l'énoncé d'adresse. Vous savez aussi que, suivant les années, il peut y avoir des questions de changement de nom de commune, de fusion de communes, des choses comme ça qui peuvent bloquer les appariements. Donc, on a tout un process de traitement des données textuelles ici qui nous donne une adresse propre. Ces adresses propres, on va d'abord les apparier directement au fichier foncier. On va réussir à en apparier un certain nombre. Celles qu'on ne va pas pouvoir apparier, on va les envoyer dans la BAN et on va essayer de refaire un deuxième appariement via la BAN avec les adresses qui n'ont pas pu être appariées directement au fichier foncier. Donc, ce process, c'est un process qui a été, sur lequel on a beaucoup travaillé parce que, au final, le bon appariement, c'est la base de toute l'architecture de prédiction des modèles. Si on n'a pas un bon appariement, on n'aura pas un bon modèle, puisqu'on aura des DPE erronés à certaines adresses. En venons-en donc à la prédiction des DPE manquants. Il y a deux points importants dans un modèle prédictif. Il y a le modèle en lui-même. Est-ce que le modèle est intéressant? Est-ce qu'il est pertinent? Et sa fiabilité. C'est deux choses qui sont différentes et qui sont, dans une certaine mesure, indépendantes. Pourquoi, d'abord, c'est si important d'avoir un modèle prédictif pour les DPE? Parce que les DPE disponibles couvrent finalement un petit pourcentage des adresses, environ 13% des adresses. Pourquoi? Parce que les DPE sont réalisés souvent lors d'une vente. Et en fait, c'est souvent les mêmes logements qui sont vendus et les mêmes logements qui ne sont jamais vendus. Il n'y a pas une répartition équitable, homogène des ventes sur le parc de bâtiments. Donc, on a 13% des adresses qui couvrent 30% des logements. Et nous, ce qu'on veut, c'est arriver à une carte comme celle-là, que vous voyez, qui est extraite de l'ONB, plus, et qui donne les prédictions de tous les DPE pour le territoire.
On a trois grandes familles de modèles pour faire ce type de travail. Le premier, c'est les modèles physiques. C'est ceux qu'on connaît bien, puisque c'est la méthode réglementaire 3CL la méthode qui décide le DPE, c'est un modèle physique. C'est un modèle qui utilise les caractéristiques physiques détaillées du logement, comme l'épaisseur des murs, les conductances des parois, les surfaces d'échange, l'orientation, et qui a une bonne performance au niveau du bâtiment, mais qui est coûteux, puisqu'il nécessite une visite de chaque logement. Donc, c'est un modèle qui est impossible à généraliser à grande échelle, et en tout cas, il n'est pas prévu de le faire dans un avenir proche. Il y a une deuxième famille de modèles, c'est les modèles hybrides. Les modèles hybrides proposent une approche simplifiée du modèle physique, donc avec moins de données d'entrée. Le grand avantage de ces modèles, c'est qu'ils permettent des simulations de scénarios comme le modèle physique, c'est-à-dire qu'on peut dire, si je change la chaudière, qu'est-ce qui va se passer pour ce logement ou pour cet immeuble? Son problème, c'est qu'il y a beaucoup de données d'entrée à estimer, et donc on a un problème de propagation d'incertitude. Je m'explique, ça veut dire qu'on va estimer des données d'entrée, on va estimer les paramètres du logement, et ensuite on va, à partir de ça, faire une estimation du DPE. Donc on a une estimation sur une estimation, et ça c'est assez difficile à contrôler, ce qu'on appelle ce problème de propagation d'incertitude. Les modèles hybrides ont une performance bonne au niveau d'un territoire, c'est-à-dire que ce qu'ils prédisent sur un territoire, c'est proche de la distribution réelle du territoire, mais par contre, c'est beaucoup plus aléatoire au niveau du bâtiment à cause de cette question d'incertitude. Et troisième type de modèle, c'est les modèles qu'on a choisis à URBS, c'est les modèles statistiques. Donc on abandonne la question du modèle physique en tant que tel, et on se base sur un algorithme d'intelligence artificielle pour faire des liens statistiques entre des informations sur le bâtiment et son DPE. Donc pour ça, on va valoriser tout type d'informations, des informations qui peuvent être techniques, géographiques, sociologiques. On n'a pas de données d'entrée à estimer, on utilise les données disponibles dans les bases, et on entraîne notre algorithme là-dessus. Alors, le problème de ce modèle, évidemment, c'est que la simulation de scénario sera beaucoup plus difficile et qui nécessite un grand échantillon d'apprentissage. Bon, en fait, la taille de l'échantillon d'apprentissage, ce n'est pas vraiment un problème puisque la base DPE est déjà assez grande pour pouvoir entraîner un modèle d'IA sans problème. La performance de ce modèle est bonne au niveau du bâtiment et variable au niveau du territoire. Je dis variable parce que en fait, ça va dépendre du modèle. Donc, pour choisir un modèle, entre tout ça, on va chercher à avoir une validation scientifique du modèle et une performance. Nous, ce qu'on utilise à URBS, c'est un modèle de classification floue de type KNN. KNN, ça veut dire les cas plus proches voisins. Alors, je vais vous présenter un petit peu de façon simplifiée ce que peut être une classification floue de type KNN. Ici, on va dire qu'on a des étiquettes vertes et des étiquettes bleues. On a au niveau de la croix une inconnue. On veut savoir si au niveau de la croix, on va mettre un point vert ou un point bleu. On va regrouper les trois plus proches voisins verts, les trois plus proches voisins bleus, et on va se rendre compte que les trois plus proches voisins verts sont globalement plus proches de la croix que les trois plus proches voisins bleus. Donc on va donner un poids plus grand à la couleur verte qu'à la couleur bleue. Par exemple, on va donner 0,7 au vert et 0,3 au bleu. Ça, c'est la partie qu'on appelle classification floue. On donne un score à chaque étiquette. Donc, dans notre cas, on va donner un score aux étiquettes A, B, C, D, E, F, G, qu'on appelle un degré d'appartenance à l'étiquette. Et à partir de ces scores, on va prédire une étiquette. Ici, par exemple, ce sera l'étiquette verte qui a le plus grand score. Pour savoir qui sont les plus proches voisins, on ne va pas seulement utiliser les informations géographiques comme l'altitude, la latitude et la longitude.
on va utiliser d'autres variables comme le type de chauffage et la source d'énergie, l'âge du bâtiment, le matériau des murs et du toit. Donc là, vous voyez qu'on utilise des données physiques disponibles, mais pas seulement. L'état d'entretien, est-ce que c'est du logement social ou pas? Combien il y a d'étages? Combien il y a de logements? Quel est le niveau de confort du bâtiment? Est-ce que c'est les propriétaires occupants? Est-ce qu'il y a des logements vacants? Est-ce qu'il y a un branchement de gaz au niveau du bâtiment? Est-ce que c'est du résidentiel ou du résidentiel avec locaux professionnels? Et est-ce que les propriétaires sont tous privés, privés publics ou seulement publics? Et toutes ces variables qu'on va utiliser, elles vont peser différemment dans la décision qu'on va prendre. Donc on va dire qu'en fait les voisins, en fait, c'est ceux qui ressemblent à un bâtiment d'après ces variables. Donc là, c'était le modèle. Maintenant, la performance. Donc pour faire la performance, on est obligé de faire un petit peu de maths. Et on va parler de l'exactitude. L'accuracy d'un modèle, qu'est-ce que c'est? L'accuracy, c'est le pourcentage de bonne prédiction du modèle. Pour pouvoir le calculer, ici, on a un modèle de classification. Donc, ce qu'on fait, c'est d'abord une matrice de confusion. Mais ici, j'ai pris une matrice simplifiée, hein, mais en principe, elle a 7 lignes, 7 colonnes, A, B, C, D, E, F, G. Et on va regarder, par exemple, ici, j'ai des étiquettes qui sont réellement en C, D, E, mais je les ai prédites parfois, les étiquettes C, je les ai prédites parfois en C, parfois en D, parfois en E. Les bonnes prédictions, c'est celles qui sont sur la diagonale. Donc, je vais calculer la somme de la diagonale, 50 plus 10 plus 15, divisé par le nombre total de prédictions que j'ai fait. Et je vais avoir une exactitude, une accuracy de 79%. En fait, ce qu'on voit ici, c'est que les bons résultats de la classe C, ici j'en ai 50 sur 55 qui sont prédits en C, ça gonfle la performance parce que finalement, j'en ai que la moitié qui sont bien prédits en D et les trois quarts en E. Or, c'est un problème pour nous parce que ce qui intéresse les utilisateurs de l'ONB, c'est justement les classes qui sont plus difficiles à prédire et qui sont plus rares, c'est-à-dire les étiquettes A, B, F, G. Donc, on va chercher à contraindre le modèle pour qu'il travaille plus sur les étiquettes A, B, F, G. Et pour ça, on va utiliser un autre indicateur de performance qui est la Balanced Accuracy. La Balanced Accuracy donne le même poids à chaque étiquette. Au lieu d'avoir un poids qui est proportionnel au nombre de bâtiments qui ont une étiquette, on va avoir un poids 1/7 pour l'étiquette A, 1/7 pour l'étiquette B, etc. Donc ici, on va calculer l'accuracy de l'étiquette C, ici 50 sur 55, etc., etc. Et on va faire la moyenne de ces trois accuracies. Et ici, vous voyez que forcément, l'accuracy baisse, puisqu'elle tient mieux compte des étiquettes les plus rares. Actuellement, quelle est la performance de notre modèle? La performance de notre modèle, c'est une étiquette qui est exacte à plus de 40%, qui est exacte à plus ou moins une étiquette à plus de 80%, et avec une balanced accuracy de 38%. Donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'on a une accuracy qui est assez proche de la balanced accuracy, ce qui veut dire qu'on a réussi à peu près à avoir la même performance pour toutes les étiquettes. Ce qui était un peu un enjeu, parce que globalement, on peut facilement gonfler la performance en prédisant que des étiquettes C, D et E, et au final avoir des données qui sont totalement inintéressantes pour les utilisateurs. La distribution des étiquettes prédites sur une région est très proche de la distribution des étiquettes mesurées. Nous conservons donc la réalité du territoire. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On ne sait pas très bien à l'avance comment le modèle va se comporter au niveau du territoire. Pour nous, il se trouve qu'il se comporte plutôt bien, mais c'est encore un axe qu'on va améliorer dans le prochain modèle qu'on mettra en œuvre en 2025. Donc, pour la suite, on a deux efforts. Continuer à chercher à améliorer la prédiction des étiquettes A, B, F, G, et ensuite avoir une
une distribution contrainte au niveau du territoire pour être sûr de refléter l'image du territoire. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est important pour nous d'avoir des modèles qui sont validés scientifiquement. Donc, ce sont des modèles qui ont donné lieu à des publications dans des revues internationales, aussi bien au niveau du modèle en lui-même que de sa performance. J'ai fini pour cette partie et je laisse la parole pour la partie ONB. Alors, du coup, moi, je vais vous montrer comment bien, on accède à toutes ces informations dans l'ONB. Donc, si vous êtes un peu familier de notre outil, voilà la page sur laquelle vous arrivez lorsque vous vous connectez à l'ONB. Les données donc, issues des prédictions des DPE, qui incluent également des prédictions sur le type de chauffage, les sources d'énergie de chauffage, les classes GES également, ce sont des données qui sont accessibles uniquement dans l'ONB+. Donc, lorsque vous avez souscrit à l'ONB+, vous arrivez sur cette interface ici et vous avez plusieurs calques en fait, qui vont se rajouter dans la cartographie. Donc, ces calques, c'est les calques donc, sur les DPE-IA et ça vous permet bien de vous rendre compte de la différence par rapport au DPE réel. Donc là, je switch entre les deux calques et vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup plus de données qui vous sont accessibles. Ça se voit aussi ici dans la légende juste à droite, avec donc 21 millions d'adresses qui sont couvertes, alors qu'on en a beaucoup moins sur à peu près 2 millions sur les classes DPE réelles. Donc de cette manière, vous pouvez aussi accéder aux classes GES, prédites, au type de chauffage et aux sources d'énergie de chauffage. Ces données, elles sont accessibles aussi dans les tableaux de bord. Hop, alors, je vais aller dans le tableau de bord du territoire en premier lieu, où lorsque vous faites défiler ici les différents graphiques, vous pouvez accéder aux données sur les DPE, donc là, à l'échelle de la France métropolitaine. Mais si je sélectionne un territoire, par exemple ici, le département d'Indre-et-Loire, mon tableau de bord va se mettre à jour automatiquement et ajuster les données sur ce territoire. Donc de la même manière, vous avez aussi accès aux prédictions sur les types de chauffage, sur les classes GES et sur les sources d'énergie. Alors ensuite, on va aussi aller explorer une adresse en particulier. Hop. On va aller en Touraine. Donc, vous pouvez rechercher de cette manière n'importe quelle adresse à l'échelle du territoire métropolitain et ensuite accéder à l'ensemble des détails. Là encore, grâce au pack Énergie Plus, vous avez accès à des données supplémentaires qui concernent du coup tout ce qui est performance énergétique et DPE. Dans le cas de cette adresse ici, au 124 rue Boisdonnier, c'est une adresse qui a fait l'objet de plusieurs DPE depuis la construction du bâtiment, depuis que les DPE existent. Et vous pouvez avoir accès à l'historique de ces DPE via l'interface directement. Donc, vous avez ici un petit bouton liste qui vous permet d'accéder à cette liste des DPE. Donc, vous avez donc l'ensemble des DPE réalisés et vous pouvez ensuite y accéder à la fiche ADEME directement en cliquant sur ce bouton. Voilà, l'interface permet donc un accès très rapide à ces informations-là. De la même manière, vous pouvez avoir, nous définissons nous un DPE de référence qui est dans le cadre des logements collectifs, soit le dernier DPE réalisé, ou lorsqu'il y a un DPE réalisé à l'échelle d'une copropriété, c'est celui-là que nous définissons comme DPE de référence. Et quatrième plutôt grande fonctionnalité qui permet d'accéder aux données, de mobiliser finalement les données prédites, c'est notre outil de ciblage et de prospection. Donc, vous cliquez ici sur le bouton en haut à droite. Il vous faut pour cela absolument avoir un territoire de configurer. Notre filtre ne fonctionne pas à l'échelle de la France métropolitaine, mais seulement sur des découpages infra-métropolitains. Donc, au plus haut, il s'agit des départements. Nous, aujourd'hui, on va travailler plutôt sur un EPCI. Et cet outil de ciblage vous permet donc de repérer des paniers homogènes de logements
Aujourd'hui, je vous propose de faire juste une simulation en utilisant notamment les données prédites. Donc, on va utiliser les classes DPE, on va utiliser également les sources d'énergie de chauffage, et on va utiliser les années de construction. Voilà, je sélectionne ici mes 3 attributs. Je les configure rapidement. Donc, je veux, par exemple, repérer uniquement les logements de classe EFG, les logements qui ont une source d'énergie prédite qui est le fuel, et les logements construits entre 1970 et 1980. Je valide l'ensemble des configurations de mon filtre, et je lance ici la simulation. Ça prend à peine une seconde, et vous voyez qu'en quelques clics, j'ai pu repérer un panier de logements ici sur la métropole Tourangelle, mais vous pouvez faire cela sur n'importe quel autre territoire. Notez qu'on peut bien sûr croiser l'ensemble de nos indicateurs et par exemple ajouter les matériaux des gros murs, les matériaux de la toiture, le nombre de niveaux, etc. Vous pouvez accéder à l'ensemble du catalogue sur nos différents outils. Voilà pour cette rapide présentation du coup de l'ONB et de comment vous pouvez retrouver les données prédites dans l'ONB et notamment les DPE prédits. Je te relaisse la main, Jonathan, si tu le souhaites. Merci à tous les deux, Valentin et Marc. Euh, dans cette deuxième partie de webinaire, on va revenir sur les différentes questions qui ont pu être posées durant les présentations. Donc, il y en a plusieurs. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à les poser dans le chat. Alors, il y a eu des questions de différentes natures qui ont pu être répondues. On va tout de même en reprendre certaines d'entre elles. Alors, la première était liée à l'usage des identifiants BAN présents initialement dans les données issues de l'ADEME. Donc, comme ça a pu être évoqué, nous n'utilisons pas directement les identifiants BAN issus de l'ADEME. On va les régénérer sur la base des adresses que l'on aura nettoyées, comme ça a pu l'être présenté par Marc Grossouvent. Donc, l'objectif étant d'améliorer à la fois la qualité de l'identifiant BAN et donc de l'adresse qu'on a associée et d'augmenter aussi le nombre d'adresses associées, étant donné que certaines configurations d'adresses, des fois, ne génèrent pas d'identifiant BAN directement avec la base de données de l'ADEME, alors que notre nettoyage le permet. Donc, vous pourrez constater en fait des différences en termes d'identifiant par rapport à un DPE issu de la base initiale de l'ADEME et la nôtre. Voilà, parce qu'en fait, initialement, on a tout ce processus évoqué durant le webinaire d'amélioration, de nettoyage et de standardisation des adresses afin d'augmenter le nombre d'appariements et d'augmenter la fiabilité de cet appariement. Une deuxième question qui a été posée, je reprends la liste, c'était sur l'apprentissage issu des DPE de la base de données de l'ADEME. Donc, je vais apporter un premier élément de réponse et je laisserai Marc préciser. Donc, en effet, une fois qu'on a associé des adresses avec les DPE, on a donc les informations du DPE qui sont reliées à toutes les autres informations que l'on a dans la base de données IMOP et c'est ce qui permet au modèle d'apprendre. Donc là, on va utiliser les DPE tels qu'ils nous ont été fournis par les diagnostiqueurs en partant du principe que ces données-là étant opposables et faisant l'objet d'une donnée officiellement reconnue par les acteurs publics, notamment dans les transactions, on va les considérer comme étant la représentation de la réalité. La détection de malfaçons, de DPE qui seraient manifestement faux n'est à ce stade pas opérée pour deux raisons principales. Déjà, il faudrait qu'on puisse définir ce qu'est et comment détecter un DPE manifestement faux. Dans quel cadre peut-on dire que oui, ce DPE est faux?
Et la deuxième approche, au-delà de l'usage de ces données par URBS, est-ce que la caractérisation d'un DPE faux est à faire par URBS? Potentiellement oui pour ces modèles prédictifs, ou par l'acteur public pour remettre en cause la qualité d'un DPE qui serait mis dans la base de données de l'ADEME. Marc, si tu souhaites compléter. Sur les DPE qu'on prend en compte, oui, non, il y a une question éthique aussi, hein. Il y a une question éthique parce que ce qui pourrait être un DPE faux n'est pas forcément un DPE malhonnête. Et donc, voilà, il y a aussi une question là-dessus sur le tri des DPE. J'ai vu aussi plusieurs questions sur la notion de voisin. Euh, je pense que c'est important de rappeler que ce qu'on appelle voisin dans l'algorithme KNN, c'est en fait des bâtiments qui ressemblent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la côté géographique. On va prendre en compte la vacance, on va prendre en compte l'âge du bâtiment. Donc, on va chercher un bâtiment qui ressemble et qui, si possible, est proche. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, un point important aussi sur la performance. La performance, on l'évalue sur un échantillon représentatif des bâtiments. Donc, ce qui signifie que, puisque c'est important puisque les DPE ne sont pas représentatifs du parc de bâtiments. Donc, on est obligé de corriger ce biais pour avoir une performance qui est celle que finalement verra l'utilisateur. Et on continue sur le modèle des DPE. Une question a été posée en fait sur les variables sélectionnées Ah oui. et le poids des variables ainsi que leur usage. Alors, Marc, je te laisse reprendre ça, peut-être en précisant comment le modèle tourne, notamment en prenant en compte le contexte régional. Oui. Alors en fait, le modèle tourne séparément pour chaque région. Et donc, il est optimisé pour chaque région, puisque le contexte de chaque région peut être différent. Par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a le problème de la montagne, on peut avoir des problèmes de littoral, etc., qui vont modifier certaines caractéristiques des bâtiments. Donc, il est optimisé pour chaque région, et donc on a un poids différent des variables pour chaque région. Donc, dans le forum, c'est une question qui est déjà venue. J'avais mis les poids de chaque variable pour la région Aura. Ça a aussi été publié dans une des revues scientifiques, dans un article scientifique qu'on a publié. On avait publié les poids. Mais bon, c'est assez difficile de dire exactement. On aimerait bien trouver une règle de dire quelles sont les caractéristiques qui influent le plus sur le bâtiment. Mais en fait, ça dépend du territoire. En zone rurale, en zone urbaine, au nord, au sud, en montagne, les caractéristiques du bâtiment qui vont le plus influer sur le DPE ne sont pas toujours les mêmes. Alors, une question est revenue en fait sur l'usage des données 3CL qui sont en fait une représentation relative de la performance des bâtiments les uns par rapport aux autres et notamment le fait qu'ils se basent sur un usage standardisé. Oui, Donc, déjà, en effet, comme on apprend de DPE issus du modèle 3CL applicable depuis mi-2021, toutes nos prédictions pourraient être considérées comme des prédictions de DPE à usage standardisé. Donc, la prédiction que l'on fait n'a pas vocation à représenter la consommation réelle d'énergie des bâtiments. Donc ça, c'est un point déjà important à avoir. On reprédit des DPE qui pourraient être liés, enfin, qui pourraient être donc considérés comme à usage standardisé. Deux questions et je laisserai Marc répondre. La première question, c'est comment peut-on utiliser les données réelles de consommation d'énergie des bâtiments pour permettre au modèle de mieux apprendre et quelles sont les limites à l'usage de ces données-là? Je vais te laisser déjà répondre à cette question-là.
Donc déjà, les données réelles d'usage dépendent des conditions d'usage. Donc on va avoir une difficulté. Elles ne sont que partiellement informatives sur le DPE. Et on a aussi le problème de l'anonymisation. Donc au final, on l'a, hein, les consommations réelles, on l'a dans la base IMOP, mais finalement c'est assez peu utile pour la prédiction du DPE parce que c'est difficile d'avoir des données fiables au niveau du bâtiment, surtout pour tout ce qui est maison et petits immeubles, sur les consommations. Donc, si on voulait, on pourrait imaginer, on avait envisagé ça à un moment donné, utiliser les consommations uniquement pour les grands immeubles, plus de 10 points de livraison. Et à ce moment-là, il faudrait développer un modèle spécifique immeuble, enfin grands immeubles. C'est envisageable, mais pour le moment, ce n'est pas les choix qu'on a fait. Une deuxième question qui pourrait mériter en fait une précision sur comment on vérifie la qualité de la prédiction, et notamment si on le compare à un bâtiment avec la réalisation d'un 3CL. Donc, si tu peux revenir, Marc, sur la méthode de validation qui est utilisée. Alors, la méthode de validation, donc on entraîne notre modèle sur un ensemble de données et ensuite on le valide en prédisant, donc le modèle prédit des DPE sur des bâtiments dont on connaît le DPE dans la base ADEME mais qui n'ont pas servi à l'entraînement. Hein, le principe de la sincérité sur la performance d'un modèle, c'est ça, c'est de séparer complètement de façon étanche les données qui servent à l'entraînement et les données qui servent à la validation. Donc, on se base vraiment sur les données des DPE réels pour savoir si notre modèle est bon ou pas. Il n'y a pas de là-dessus. De toute façon, il n'y a que ça comme référence pour, euh, pour mesurer notre performance. Alors, une question pour laquelle je vais pouvoir apporter une réponse, en fait, c'est dans le suivi dans le temps de l'évolution des DPE au sein du parc et la possibilité, en fait, à travers les données de URBS et notamment la base de données IMOP, de suivre l'évolution des DPE sur un territoire. Alors, plusieurs éléments à porter à votre connaissance. Il est en effet possible, sur les DPE réels, soit initialement en allant directement récupérer les données de l'ADEME ou en récupérant les données des DPE avec les associations qui ont été faites et l'appariement qui a été fait par URBS, d'avoir par année les DPE réalisés par territoire sur 2021, sur 2022, sur 2023, etc., etc. La comparaison de la distribution des DPE d'une année sur l'autre ne permet pas nativement de voir cette évolution-là. Car comme l'a rappelé Marc, euh, les DPE qui sont réalisés ne sont pas représentatifs de la diversité du parc. Je vais prendre un exemple trivial. Si dans une commune, il y a eu des opérations avec des promoteurs immobiliers qui ont fait beaucoup de maisons neuves en étiquette B, vous aurez en fait une surreprésentation des étiquettes B sur ce territoire l'année où les bâtiments sont mis à la vente. Donc, il faudra passer par un redressement de la distribution par rapport à la population globale de la commune, de l'EPCI, du département, etc. Ce qui nécessite que vous connaissiez les caractéristiques de tous les biens pour pouvoir faire ce redressement statistique. Et donc, dans cette optique, une fois que vous l'aurez fait, il sera possible de le faire. Et nous le faisons aussi chez URBS, donc on peut vous fournir ce service-là. Remonter avant 2021 pose problème pour une raison très simple, c'est que le moteur de calcul du 3CL ainsi que les plages de valeur pour les DPE et les usages ne sont pas les mêmes avant 2021 et après 2021. Donc, c'est très difficile de comparer un DPE avant-après sur sa valeur. Sur les caractéristiques techniques qui sont remontées sur le DPE, la présence d'un isolant peut considérer qu'il y a une continuité dans le temps de cette qualité-là.
de la donnée technique, mais par contre, la valeur générée par le moteur 3CL n'est pas le même avant 2020 et après 2021, sachant qu'avant 2020, pour certains bâtiments, notamment les bâtiments anciens, il y avait encore la méthode sur facture, alors qu'elle n'existe plus aujourd'hui. Et pour compléter aussi ma réponse, la modification récente la réalisation des DPE pour les petites surfaces va générer aussi une problématique de suivi entre la période 2021, mi-2024 et la période post-2024 pour les petites surfaces parce que les moteurs de calcul ont changé. Donc, il y a cette problématique-là d'évolution du modèle 3CL qui limite la capacité d'observation statistique de l'évolution de la performance du parc du fait de tous les biais qu'introduit la modification à la fois du moteur de calcul, des caractéristiques et des paramètres qu'il prend et de tous les autres éléments qui pourraient changer des seuils, etc., etc. Jonathan, je me permets de prendre la parole parce que tout à l'heure, on a parlé des consommations réelles. Et c'est vrai que, en fait, j'ai passé sous silence le fait qu'on a plusieurs modèles prédictifs à URBS. Bon, les plus connus sont ceux du DPE et ceux des prix, mais on a aussi des modèles prédictifs pour le type de chauffage et la source d'énergie. Donc, chauffage collectif ou individuel et la source d'énergie de chauffage. Donc là, effectivement, les, les- les consommations réelles sont importantes parce que finalement, elles vont donner une information assez importante sur le type de chauffage du bâtiment. Et Oui. pour compléter ce que tu disais à l'instant, la conclusion, c'est que la notion de passoire énergétique évolue au fil du temps. La définition d'une passoire énergétique évolue au fil du temps. Donc c'est très difficile de suivre une évolution d'un nombre de passoires énergétiques sur un territoire. Alors, peut-être une autre question cette fois-ci sur le niveau de granularité de l'accès aux données, notamment aux données prédites, et les différents identifiants qui sont accessibles via la base de données IMOP ou à travers de l'Observatoire national des bâtiments. Donc, comme on vous l'a mentionné, la base de données que l'on produit est dite multi-échelle. C'est-à-dire qu'elle va vous permettre à la fois d'avoir des informations à l'échelle, par exemple, d'une parcelle, à l'échelle de bâtiments, au niveau des adresses, ce qui peut constituer une information infra-bâtimentaire au sens de la définition du bâtiment qui a été fait et proposé euh, notamment grâce aux travaux du référentiel national des bâtiments, le RNB. Donc, par exemple, si vous avez un bâtiment physique qui a un identifiant RNB, avec la base de données IMOP, si ce bâtiment a quatre adresses différentes correspondant à quatre entrées différentes, vous aurez quatre informations potentiellement différentes et quatre DPE potentiellement différents, si tant est qu'il y ait des variations. Donc ça vous permet de dire, quand je rentre dans un bâtiment, je renseigne éventuellement avec mon outil maintenant, mon outil de diagnostic, l'identifiant du RNB, mais j'ai aussi une information au niveau de l'adresse qui me permet d'être beaucoup plus précis pour connaître à la fois les DPE qui ont été réalisés et si tant est qu'il n'y ait pas eu de réalisation de DPE, le DPE prédit. Et donc ces différents identifiants, l'identifiant du RNB, l'identifiant de la BD topo, l'identifiant de la parcelle, l'identifiant lié à la BAN et à l'adresse, ainsi que l'identifiant IMOP, sont disponibles et permettent d'associer n'importe quelle base de données que vous posséderiez et qui aurait aussi cet identifiant-là. Sachez qu'on peut aussi nous-mêmes, si vous n'avez pas les capacités en interne de le faire, de récupérer directement la liste de vos adresses et de vous proposer un appariement à la base de données IMOP et on vous fournira tous les identifiants officiels des référentiels dont j'ai nommé, et je le rappelle, notamment la BD Topo, le PCI vecteur, les éléments liés au référentiel national des bâtiments. Voilà, donc ça sera des éléments qui vous seront disponibles et qui sont disponibles dans la base de données IMOP.
Une dernière question que l'on va prendre avant de clôturer ce webinaire. Euh, alors, l'épaisseur de mur, là c'est l'une des dernières questions, n'est pas forcément intégrée dans les modèles. Aujourd'hui, on connaît la nature des murs. Donc, la nature des murs, ça peut être de la brique, du béton, euh, ou d'autres éléments. Les niveaux de détail sont liés plutôt à la partie structurelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité de connaître la composition exacte des parois. On connaît la partie structurelle. Donc, si vous avez un mur qui est composé de placo-plâtre, de lames d'air, d'un isolant ou pas d'isolant, d'un enduit, tout ça, ça ne sera pas connu à l'échelle euh, de chacun des bâtiments de France et donc l'épaisseur n'est pas connue. Alors, on peut estimer une épaisseur en fonction des grandes périodes constructives et en lien avec les grands matériaux structurels. Voilà, ça pourrait faire l'objet en fait d'une estimation, mais on aurait énormément de variabilité. C'est un élément aussi qui est important à porter à votre connaissance, quels que soient les modèles utilisés, ils se basent sur des données qui ont des niveaux de fiabilité variables. Chez URBS, on passe une très grande partie de notre temps à documenter les données à travers des informations que l'on appelle les métadonnées. Donc, vous retrouverez systématiquement qui est le fournisseur initial de la donnée. Est-ce que c'est un acteur public, un acteur privé? Quel millésime de la base de données nous utilisons? Donc, est-ce que c'est un millésime de 2020, de 2022, de 2024? Quelle fiabilité le fournisseur indique? Quand c'est une donnée URBS que nous produisons nous-mêmes, notamment avec les modèles, systématiquement, il y aura un niveau de fiabilité. Quand c'est une donnée extérieure, il n'y a pas forcément de fiabilité sur ces éléments-là. Tout à l'heure, on parlait du DPE. Aujourd'hui, on considère qu'un DPE, en tout cas c'est notre vision, est opposable, il est officiel, donc il est juste. Mais si à terme il y a un niveau de fiabilité du DPE, voilà, par exemple, un DPE qui a 6 ans, est-il toujours aussi fiable qu'un DPE qui a été fait il y a 15 jours? Voilà, c'est des données qui seront disponibles aussi et qui vous permettent à la fois de juger de la valeur de l'indicateur que vous regardez. Est-ce que c'est un bâtiment de 40, de 45, de 48, ainsi que la fiabilité liée à l'information que vous manipulez. Euh, voilà. Et une dernière question. Donc oui, l'objectif à terme, c'est de pouvoir faire remonter les données des audits 3CL qui seraient issus de la base de données de l'ADEME. Donc comme vous l'a montré Valentin aujourd'hui avec l'interface, comme on relie l'identifiant du DPE à l'adresse, vous pouvez très facilement, avec l'Observatoire national des bâtiments, cliquer sur une adresse et remonter directement à l'ensemble des DPE liés à cette adresse-là. Alors, ça paraît anodin comme ça, mais aujourd'hui, la seule façon de rentrer dans l'Observatoire des DPE de l'ADEME, c'est, il me semble, du moins lors de ma dernière visite, avec un numéro de DPE. Et quand vous êtes diagnostiqueur, bah, vous ne connaissez pas forcément tous les DPE qui ont eu lieu à cette adresse-là. Là, l'avantage, c'est qu'en connaissant l'adresse, vous remontez sur tous les DPE que l'on aura pu associer. Et l'objectif, hein, ça serait d'avoir, bien entendu, aussi les audits. Alors, si quelqu'un se pose la question de est-ce qu'on essaiera de prédire les valeurs issues des audits énergétiques, là, c'est une autre question euh, qui nécessitera en fait de poser plusieurs questions au préalable. Et notamment, il nous faut bénéficier de suffisamment de données pour que nos modèles puissent apprendre. Et ça rejoint une question qui a été abordée sur le tertiaire. Aujourd'hui, nous ne prédisons pas les DPE sur le parc tertiaire, étant donné qu'en fait, la volumétrie de DPE tertiaires qui sont remontées dans la base de données de l'ADEME n'est pas suffisante et ne couvre pas assez de façon homogène la France. Et donc, en fait, il ne nous est pas possible de prédire un DPE sur les bâtiments tertiaires.
Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons clôturer ce webinaire. Euh, Pour conclure ce webinaire, des éléments qu'on souhaite porter à votre connaissance dans le cadre des travaux que nous menons, comme on vous l'a évoqué, on a à cœur de vraiment documenter toutes nos réalisations, tous nos modèles et à les faire valider. Donc, on ne peut que vous encourager si vous choisissez, que lorsque vous choisirez et si vous souhaitez utiliser des données, quelle que soit leur provenance et notamment les données prédites, à vous poser trois questions. Est-ce que le fournisseur de la donnée présente la fiabilité de ces prédictions étiquette par étiquette, ce que Marc vous a montré, de ne pas montrer une fiabilité globale, mais une fiabilité sur la diagonale que vous avez pu voir, dans ce que l'on appelle la balance accuracy. Est-ce que ces données, est-ce que ces modèles ont fait l'objet de documents qui sont accessibles? Donc ça, c'est la deuxième question. Et est-ce que ces documents ont été validés par des tiers extérieurs qui ont les niveaux de compétences dans l'idéal que ces modèles aient fait l'objet de dépôts dans des revues scientifiques avec relecture par les pairs qui vous permettra de garantir que ce qui est présenté est vrai et qu'il y a eu une validation par des personnes expertes du domaine. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on vous encourage à faire et que nous, on fait chez URBS. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra, et vous retrouverez sur notre site internet tous les liens vers les articles scientifiques que l'on a mentionnés. Et dans le forum, vous pourrez nous poser toutes vos questions et on vous apportera tous les détails dans les réponses pour vous apporter une vision exhaustive de ce que l'on fait. Merci à tous pour votre temps. Et bien entendu, comme on le mentionnait, le webinaire sera mis à disposition en replay prochainement. Bonne journée à tous. Merci. Merci.